Bon réveil à vous à l'écoute de RFI, il est 4h30 en temps universel, 6h30 ici à Paris. Alexis Guilleux. Bonjour à tous. À la une ce matin, la contestation autour de la présence française en Libye au lendemain de l'annonce de la mort de 3 militaires dans le pays. Le gouvernement d'union nationale accuse la France de violation du territoire libyen. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. La majorité présidentielle de RDC annonce l'organisation de 2 rassemblements dans les prochaines semaines. L'objectif annoncé est de promouvoir le dialogue national alors que l'opposition se réunira, elle, dans un grand meeting le 31 juillet. Au sommaire également la convocation devant le procureur de 2 députés de l'opposition au Tchad. Ils devaient être entendus sur l'affaire de la disparition de militaires, mais ils ne se sont pas présentés. Et puis les divisions au Soudan du Sud, le camp de Riek Machar est favorable à la force d'interposition africaine proposée par l'UA. Farouche opposition dans le camp du président Salva Kiir. Encore beaucoup de questions sur la mort de 3 militaires français en Libye. L'hélicoptère à bord duquel ils avaient pris place aurait été abattu par des miliciens djihadistes. Cet épisode confirme surtout la présence des forces spéciales françaises sur le sol libyen, des soldats qui mènent, selon François Hollande, des opérations périlleuses de renseignement. Le gouvernement libyen d'union nationale accuse la France de violation de son territoire. Rien ne justifie une intervention étrangère sans que les autorités d'union ne soient informées, précise le gouvernement. Alors l'annonce de cette présence française en Libye est également à l'origine de manifestations. Hier à Tripoli, mais aussi à Benghazi, les Libyens se sont réunis sur les places des Martyrs, répondant à l'appel d'un homme au discours virulent. Ils réclament la fin de l'ingérence occidentale dans le pays. Ouda Ibrahim. Ces manifestants répondent à l'appel de l'ex-moufti de Tripoli, Sadiq El-Gheriani. Cet homme appartenant à la mouvance Frères musulmans est très influent en Libye. Pour lui, la mort de 3 Français est la preuve matérielle que des forces françaises combattent à Benghazi. Il appelle donc à la démission du gouvernement et même à faire la guerre à la France. El-Gheriani est considéré comme le chef spirituel des brigades de défense de Benghazi. C'est à son appel que ces brigades, composées d'islamistes et d'ex-révolutionnaires, ont commencé leur marche sur Benghazi. Ces brigades cherchent à reprendre la ville aux forces du général Khalifa Haftar et de combats féroces se poursuivent entre eux depuis le mois de juin. La présence française en Libye, on en parle dans un peu plus de 10 minutes avec notre invitée, la députée française Nicole Hamelin. L'état d'urgence réinstauré pour 10 jours sur l'ensemble du territoire malien, décision prise par le gouvernement malien à la suite de l'attaque du camp de Nampala au cours de laquelle 17 soldats ont perdu la vie. Un deuil national de 3 jours a également été décrété. Ce jeudi, un hommage aux militaires ayant perdu la vie sera rendu à Ségou en présence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. La fin du mois de juillet sera politiquement animée en République démocratique du Congo. Après l'annonce du grand rassemblement de l'opposition prévu le 31 juillet, c'est la majorité présidentielle qui va réunir ses partisans. 2 mobilisations, la première le 29 juillet au stade Tata Raphaël de Kinshasa et la seconde le 7 août sur l'esplanade du Palais des Peuples. Pour le porte-parole de la majorité présidentielle, ces 2 rassemblements ont pour objectif de soutenir la tenue d'un dialogue national souhaité par le président Joseph Kabila. Écoutez André Alain Atoundou. Maintenant que toutes les conditions sont raisonnablement réunies pour la tenue du dialogue, la majorité présidentielle, à la suite du président d'ailleurs, a jugé nécessaire de sensibiliser nos populations à la base pour qu'elles fassent pression sur leurs leaders politiques dans le dialogue, et il faut aussi les sensibiliser à s'enrôler pour qu'au moment du vote, ils ne soient pas privés de leurs droits par inattention. L'opposition dit qu'il faudrait des mesures de décrispation au minimum, ouverture de l'espace politique, libération de prisonniers politiques. Je crois qu'après des déclarations de principe, il faut se mettre à la table des négociations. De quel prisonnier s'agit-il ? Quel est l'intérêt que ce prisonnier participe au dialogue ou des trucs comme ça ? Mais je pense que l'opposition doit diminuer un peu les enchères. Les négociations ou le dialogue s'ouvrent toujours par de pré-dialogues. Et donc le comité préparatoire est là, il faut qu'ils désignent leurs membres et puis ce genre de problème va trouver une solution dans ce cadre. André Alain Atoundou, le porte-parole de la majorité présidentielle de RDC au micro de Sonia Rollet. La convocation au Tchad de 2 députés de l'opposition. Le procureur souhaitait entendre Saleh Kebzabo et Galingo Tegata dans l'affaire de la disparition des militaires au lendemain de l'élection présidentielle.
des soldats soupçonnés de ne pas avoir voté en faveur du président Idriss Déby. Mais les 2 députés n'ont pas fait le déplacement. Pour leurs avocats, le véritable motif de cette convocation reste caché, sachant que les 2 élus ne reconnaissent toujours pas la réélection d'Idriss Déby en avril dernier. Anjamena, la correspondance de Majesra Nakou. Ce mercredi matin, ce sont 3 avocats qui se sont présentés au bureau du procureur de la République pour le compte du député Saleh Kebzabo. Ils indiquent au magistrat que leur client ne peut répondre à sa convocation parce qu'il jouit d'une immunité parlementaire. Le magistrat objecte, expliquant qu'il souhaite l'écouter comme simple témoin. Il était un des premiers à évoquer l'affaire des militaires disparus au lendemain de la présidentielle. Non, lui répondent les avocats qui lui demandent d'obtenir d'abord l'accord du bureau de l'Assemblée nationale. La discussion s'arrête là. Un autre député, Galingote Gata, candidat à la présidentielle, lui aussi a été convoqué hier mercredi, mais il est en déplacement et devra recevoir sa convocation à son retour. Pour les conseils du député Saleh Kebzabo, cette convocation cache des intentions inavouées. Saleh Kebzabo, Galingote Gata et 4 autres candidats à la présidentielle d'avril dernier ne reconnaissent toujours pas la réélection d'Idriss Déby et menacent de mettre en place un gouvernement dit de salut national le 8 août prochain, date limite de la fin du mandat du président Déby. Majesra Nakou, N'Djamena, RFI. Un nouvel épisode dans l'affaire de libération d'otages en Centrafrique après celle de 14 Camerounais. Cette fois-ci, ce sont 3 Centrafricains qui pourraient être libérés prochainement. Retenus depuis 1 an maintenant, ces 3 otages sont originaires de Babwa, la frontière avec le Cameroun. Une liberté prochaine qui s'annonce, mais la crédibilité de ceux qui se présentent comme leurs libérateurs n'est pas assurée. Karine Franck. Le sous-préfet, le maire et un pasteur de Babwa avaient été kidnappés le 16 juillet 2015 alors qu'ils circulaient sur la route du Cameroun. Les négociations ont toujours échoué. En mai dernier, le groupe avait même donné un ultimatum de 3 jours aux autorités. Soit elles payaient une rançon de 300 millions de francs CFA, soit le groupe exécutait les 3 otages. Comme pour les 14 otages camerounais qui viennent d'être libérés, le FDPC, le groupe d'Abdoulaye Miskine, se présente en libérateur. Abdoulaye Miskine, jouant au Congo-Brazzaville, affirme que les 3 hommes étaient retenus par le groupe d'insurgés d'un certain colonel Abakar Sambla. Nous les avons attaqués, nous avons libéré les otages, affirme-t-il. Une thèse jugée peu crédible par une source onusienne à Bangui qui pense plutôt que ces otages étaient aux mains du FDPC ou qu'il y a une entente entre ces différents mouvements. Quoi qu'il en soit, les 3 otages sont sains et saufs, assure Abdoulaye Miskine. Ils sont en pleine forêt, nos hommes risquent d'être attaqués. Dès qu'on pourra les faire sortir, on va les remettre aux autorités locales. Des précisions signées Karine Franck sur RFI. C'est une facette peu connue de la crise burundaise, la hausse des prix et donc la dégradation de la vie quotidienne. Il y a 2 semaines, le sucre manquait dans le pays. Cette fois-ci, ce sont les ressources en charbon qui ont considérablement chuté. Avec une offre qui baisse, ce sont donc les prix qui s'envolent sur les marchés burundais. Anne Kantner. La vie quotidienne coûte de plus en plus cher au Burundi. Pour 1 kilo de sucre, il faut payer 2500 francs burundais, c'est-à-dire 1,35 €, presque 2 fois plus qu'il y a quelques mois. Le prix des pommes de terre, lui aussi, a doublé et presque tous les produits sont concernés. Le kilo de riz est passé de 1200 à 1400 francs, les haricots de 700 à 1000 francs. Un enseignant de Bujumbura raconte que cette hausse est particulièrement inquiétante car c'est la période de récolte en ce moment au Burundi, donc les prix devraient être plutôt bas. Une autre habitante de la capitale se dit heurtée par le discours officiel. Ça me choque d'entendre les autorités dire que tout va bien chez eux, tout va bien, mais ils ne viennent jamais ici, ils ne parlent qu'à la radio ou à la télévision. Cette jeune femme précise qu'avant, on pouvait manger 3 fois par jour. Aujourd'hui, c'est 2 maximum et ses voisins se contentent même le plus souvent d'un seul repas. La contestation à Djouba, au Soudan du Sud, à l'appel du gouvernement. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale pour protester contre l'envoi d'une force de l'Union africaine dans le pays. Une force d'interposition proposée par les chefs d'État du continent ce week-end lors du sommet de l'Union africaine à Kigali et dont la mission serait de renforcer celle des Nations Unies. Le sujet divise donc au Soudan du Sud. Le vice-président et opposant Riek Machar se dit favorable. Dans le camp du président Salva Kiir, la position est tranchée. Une telle force serait considérée comme une armée d'invasion. Léonard Vincent. Le président Salva Kiir et ses partisans sont vent debout contre la force régionale de protection voulue par l'Union africaine. Son porte-parole, le ministre de l'Information, Michael Makwei Lut, est catégorique à ce sujet.
Le gouvernement du Soudan du Sud n'est pas prêt à recevoir ne serait-ce qu'un seul soldat supplémentaire en dehors des effectifs actuels de la MINUS qui sont actuellement de 12 500. La MINUS n'a pas été débordée par les événements récents, ce qui motiverait un accroissement des forces et une intervention. Toute intervention sans le consentement du gouvernement serait considérée comme une invasion. Du côté de son vice-président et adversaire Riek Machar, en revanche, une telle force serait la bienvenue. Pour James Gadet Dak, son porte-parole, elle est aussi dans l'intérêt du président Salva Kiir. Je ne comprends pas pourquoi il refuse. Voilà quelqu'un qui a dit qu'il ne savait pas qui se battait au palais présidentiel le 8 juillet quand il y a eu des affrontements. Et puisqu'il n'était pas en mesure de savoir qui combattait qui et qu'il ne pouvait pas contrôler ses propres forces, alors c'est une bonne idée de faire intervenir une force indépendante pour protéger les dirigeants, lui-même inclus. Il n'y a donc aucune raison pour lui de la refuser. Ce sont donc ces positions très antagonistes qui vont devoir faire l'objet d'un compromis à New York devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Soudan du Sud, où 38 000 civils ont été évacués par l'armée ougandaise, c'est ce qu'annonce Kampala. Les militaires ougandais ont débuté leur opération vendredi pour sortir de Djouba des civils bloqués par les combats. Le porte-parole de l'armée affirme que la majorité de ces personnes sont des Ougandais, mais que des centaines de Kenyans et de Rwandais ont également été évacués. Par ailleurs, l'ONU annonce qu'elle va sanctionner 3 pays européens qui ont évacué des casques bleus du Soudan du Sud, des policiers britanniques, suédois et allemands qui servent au sein de la MINUS. Ils avaient quitté leur poste alors que des combats avaient éclaté à Djouba. Ils seront remplacés par des officiers venus d'autres pays. Ils sont jeunes et attendent leur jugement dans la prison pour mineurs d'Antananarive à Madagascar, une situation partagée par la plupart des détenus. Pour leur offrir un autre avenir, l'association Grandir dignement a lancé un programme de formation avec la possibilité d'apprendre la vannerie et la maroquinerie. Une seconde chance pour ces jeunes détenus, souvent orphelins, illettrés et marginalisés. Hier, 20 d'entre eux ont pu recevoir un diplôme pour marquer la fin de leur formation. Reportage signé Jeanne Richard. Alignés dans la cour de la prison, sous le regard de leurs co-détenus et de quelques officiels, les 20 jeunes qui viennent de terminer leur formation reçoivent leur diplôme. Ce garçon de 17 ans, incarcéré pour viol il y a 1 an et demi, raconte qu'il a appris à faire des paniers et des chapeaux de paille. C'est la première fois que je fais une formation. J'avais arrêté l'école en classe de 6e car mes parents sont morts et j'ai dû tenter de trouver du travail pour survivre. Cette formation, c'est une chance. À ma sortie, j'espère continuer la vannerie, gagner un peu d'argent pour aider mes petits frères. Pour la plupart orphelins, illettrés, ces jeunes viennent des quartiers défavorisés de la ville et sont livrés à eux-mêmes à leur sortie de prison. Les formations ont donc pour but de leur donner une autre option que la délinquance, comme l'explique Touk Natulunzanar de l'association Grandir dignement et responsable du projet. Ils sont rejetés par la société parce qu'on dit que ce sont des délinquants, alors que c'est pas la délinquance, pour moi c'est la pauvreté vraiment qui pousse ces jeunes-là à faire ces bêtises. Donc si nous, la société, on n'est pas là pour les prendre en charge quand ils sortiront, ces gens-là risquent de revenir ici. Il faut dire que les prisons sont surpeuplées et les conditions de vie sont dures. Actuellement, il y a 113 jeunes dans le quartier pour mineurs à Antananarive, alors que la capacité d'accueil est normalement de 50 détenus. Jeanne Richard, Antananarive, RFI. Antananarive où il est 7h43, 6h43 ici à Paris. Merci de choisir la Radio du Monde pour vous réveiller. Dans le prochain quart d'heure, nous ouvrirons la presse africaine avec Frédéric Couteau. À la une de vos journaux ce matin, la mort de 3 soldats français en Libye. Mais avant cela, on fait une petite pause de 30 secondes et on retrouve notre invité. Écoutez RFI en langue mandingue. RFI vous informe en mandingue du lundi au vendredi de 8h à 8h30 et de 12h à 12h30 temps universel. Retrouvez l'actualité internationale et africaine et nos programmes avec RFI Mandincan. Pour écouter ou réécouter nos journaux et émissions ou vous informer sur nos programmes, connectez-vous sur ma.rfi.fr ou téléchargez notre application sur la plateforme de votre choix. Afrique Matin sur RFI. Alexis Guilleux.
Avec notre invité ce matin, nous reparlons de la mort de ces 3 militaires français dans un accident d'hélicoptère en Libye. Un drame qui confirme tout d'abord la présence des forces spéciales françaises sur le sol libyen, des hommes qui mènent en ce moment des opérations périlleuses de renseignement, d'après les mots du président français François Hollande hier. Des opérations françaises sur le sol libyen donc, mais quelle est la stratégie de la France en Libye en 2016 ? Un pays qui a sombré dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Pour en parler, Nicole Hamelin est notre invitée. Ce matin, elle est députée Les Républicains et présidente de la mission d'information sur la Libye. Nicole Hamelin qui répond aux questions de Jean-Jacques Louarn. Nicole Hamelin, bonjour. Bonjour. 3 sous-officiers des forces spéciales ont trouvé la mort dans le sud-ouest de Benghazi et Paris confirme pour la première fois la présence de ces forces spéciales en Libye. Oui, c'est une très grande émotion pour la France. Comme à chaque fois que nous perdons un homme qui se bat pour la liberté et la sécurité, pas seulement de la Libye et de la Méditerranée, mais la nôtre. Donc nous sommes à la fois très émus, mais aussi extrêmement reconnaissants à ces forces spéciales qui accomplissent un travail remarquable. Et de fait, la France est engagée. Elle l'est d'ailleurs dans de grandes parties de cet espace méditerranéen. Elle y est pour contribuer à stabiliser une région dont dépend notre propre sécurité. Justement, Madame Hamelin, comment définir la politique française en Libye ? La France soutient le gouvernement d'union nationale, le GNA basé à Tripoli, mais soutient aussi le général Haftar dans l'est du pays qui, lui, ne se rallie pas au GNA. Nous soutenons le gouvernement légitime qui est soutenu par l'ensemble de la communauté internationale parce que nous ne pouvons pas d'ailleurs intervenir dans un pays sans qu'il y ait une demande officielle et un gouvernement des autorités légitimes. Mais c'est vrai que le général Haftar existe, qu'il est, au-delà de sa personnalité parfois contestée, un homme qui a une grande capacité opérationnelle au niveau de l'armée. Et je dirais simplement qu'on utilise les forces aussi existantes. Et nous devons faire avec ce que nous avons. Et aujourd'hui, le général Haftar est soutenu, pas du tout, là on n'est pas du tout dans une démarche politique, on est plus dans une démarche de sécurité. Alors cette stabilisation dont vous parlez passe-t-elle par une intervention en Libye et comment, sachant que les Libyens, toutes tendances confondues, pratiquement restent farouchement opposés à une intervention militaire occidentale ? Il est tout à fait essentiel que nous apportions, il n'est pas du tout question par exemple d'envisager des opérations de type OTAN ou autre, mais que les pays voisins, ce qu'ils font, et des pays comme les nôtres apportent l'expertise, la formation, de vraies capacités de reconstruction aussi, parce qu'il ne faut pas du tout scinder l'aspect développement, l'aspect diplomatique, de l'aspect sécuritaire. Il faut une approche globale. On appelle cela plutôt de l'assistance, et je pense que le mot est plus juste, de l'assistance tout à fait légitime. L'Europe construise enfin un vrai partenariat stratégique euro-méditerranéen qui permette aussi de soutenir un certain nombre de capacités pour la reconstruction politique du pays, ce qui ne va pas être simple. Je dirais que d'une manière générale, l'opinion publique n'est pas assez consciente du risque qui résulterait d'une déstabilisation plus avant de ce pays. Ça veut dire aussi de l'Égypte et de l'Algérie, ce qui n'est pas tenable. Oui, vous diriez que la Libye demeure toujours une bombe à retardement à la fois pour l'Europe et le reste des pays d'Afrique du Nord. Totalement. Je pense surtout qu'il faut que politiquement, nous comprenions que nos destins sont liés et que la Libye, c'est un peu comme le Mali. Ce sont des pays clés pour la sécurité régionale. Vous dites la Libye, un pays clé, effectivement, mais la communauté internationale soutient-elle suffisamment le gouvernement d'union nationale de Tripoli, un gouvernement bien démuni, qui n'a pas d'armée, qui semble-t-il est sous influence des islamistes, d'anciens révolutionnaires ? Comme le disait Talleyrand, quand c'est urgent, c'est presque déjà trop tard. Je ne crois pas qu'il soit déjà trop tard, mais je pense que là, il faut mettre vraiment tous nos efforts et que l'Europe, c'est l'Europe que je trouverais plutôt un peu timide aujourd'hui. Je pense qu'il faut que l'Europe investisse. Quant aux tentatives de dialogue interlibyen, il ne semble pas porter les fruits attendus, notamment parce que les chefs de milices, de tribus ne sont pas conviés autour de la table. D'abord, il y a une très grande instabilité, je dirais, y compris d'ailleurs dans les responsables qui sont à la tête de ces milices. Il y a beaucoup de confusion aussi entre ceux qui sont plus proches ou non de terroristes comme Daesh qui est installé. Il y a ceux qui les combattent ouvertement. La situation reste extraordinairement confuse sur place. On n'est pas en Suisse, ou on n'est pas dans un autre pays où les choses sont claires. Ça, c'est tout à fait évident. D'ailleurs, la Libye ne sera jamais la Suisse. Les choses, je l'espère, vont se faire d'abord, c'est la responsabilité des Libyens. Donc, entre Libyens,
même si ça prend du temps, même si c'est compliqué, je pense que c'est d'abord la responsabilité des Libyens, et je leur ai toujours dit, si vous êtes prêts, nous le sommes. Mais on ne peut pas non plus se substituer à eux. Là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'il n'y a pas non plus cette culture du consensus, cette culture de la réconciliation. Et il faut vraiment qu'il y ait de la part de la communauté internationale, effectivement, non seulement la prise de conscience, mais l'action, parce que vaudrait sinon l'indignation sans l'action pour un pays qui va défier le monde si nous n'y prenons garde. Et derrière, il y a le Soudan, l'Érythrée, il y a la partie du Sahel qui est également très déstabilisée. Donc nous avons à prendre également cette région dans sa plus large mesure pour regarder comment, encore une fois, mobiliser toutes nos possibilités. Elles sont grandes, les possibilités, car l'Europe peut aussi développer des projets tout à fait considérables dans cette région. Et il faudrait qu'elle se recentre sur ce voisinage, me semble-t-il. Nicole Hamelin, merci. Nicole Hamelin interrogée par Jean-Jacques Louarn. Les grands titres de l'actualité internationale ce jeudi, l'état d'urgence en Turquie, décrété pour 3 mois par le président Recep Tayyip Erdogan après la tentative de coup d'État de la semaine dernière. C'est la première fois qu'une telle mesure est décidée au niveau national depuis les années 80. Il permet notamment d'instaurer des couvre-feux, de perquisitionner sans mandat et de contrôler encore plus étroitement les médias. Et puis dans le cadre des purges, les universitaires ont désormais interdiction de quitter le territoire. L'état d'urgence en France, sa prolongation pour 6 mois a été validée par les sénateurs hier. Le texte doit maintenant repasser devant les députés aujourd'hui. La France, où le Premier ministre a utilisé une 3e fois l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de réforme du Code du travail sans vote à l'Assemblée. Le texte devrait être considéré comme adopté cet après-midi. La fin de la convention républicaine aux États-Unis, c'est aujourd'hui avec un discours attendu de Donald Trump, candidat du parti à l'élection présidentielle du mois de novembre. L'opposition syrienne appelle la coalition internationale à suspendre ses raids contre le groupe État islamique, notamment autour de la ville de Minbej, des raids qui ont tué des dizaines de civils ces derniers jours. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Alexis, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse des journaux africains, 3 soldats français abattus en Libye. Oui, 3 militaires français sont donc morts récemment en Libye dans des circonstances obscures. C'est ce qu'ont révélé hier les autorités françaises qui parlent d'un accident d'hélicoptère. En tout cas, Paris confirme pour la première fois la présence de soldats français en Libye. Les 3 hommes appartenaient au service action de la DGSE, les unités de choc des services secrets français. Alors, pointe le site Guinée-Conakry Info, accident d'hélicoptère ou bien hélicoptère abattu, quelle que soit la version retenue. La vérité est que 3 militaires français ont péri au cours d'une mission secrète en terre libyenne, victimes indirectes ou non de djihadistes, connus ou non. Mort en service commandé, la guigne islamiste qui s'acharne sur l'Hexagone vient mettre au grand jour ce qui aurait dû relever de la grande confidentialité de ses services de renseignement. Toujours d'après Guinée-Conakry Info, l'hélicoptère, probablement un Mi-35 de fabrication russe, aurait vraisemblablement été abattu aux environs de Benghazi il y a 4 jours par de présumés djihadistes opérant avec des missiles portables solaires à Al-Makroun. L'hélico aurait-il été victime de la milice Saraya de Benghazi, s'interroge le site guinéen, cette brigade opposée aux forces nationalistes qui avait justement déclaré avoir détruit en plein vol dimanche dernier un hélicoptère appartenant aux loyalistes. Et pour le pays, au Burkina, c'est en tout cas la thèse la plus plausible. En effet, rapporte le quotidien burkinabé, le 17 juillet dernier, une milice libyenne, la brigade Saraya, avait affirmé en effet avoir abattu un hélicoptère militaire. Toujours est-il, poursuit le pays, qu'il aura fallu que le pays enregistre cette perte pour que l'opinion publique nationale française sache que des soldats français sont engagés militairement aux côtés des autorités libyennes pour lutter contre l'État islamique dans ce pays. Mais l'on peut être sûr d'une chose, cette lourde perte n'entamera en rien la volonté et la détermination des autorités françaises à poursuivre leur œuvre de salubrité publique, car c'est bien de cela qu'il s'agit, estime le quotidien ouagalais. Comme le dit l'adage, qui veut la paix prépare la guerre. Le président Hollande, tout en rendant hommage aux soldats disparus, a réaffirmé la volonté de son pays de traquer les djihadistes jusque dans leur dernier retranchement. C'est de bonne guerre, affirme encore le pays, car c'est le seul moyen pour la France de se mettre à l'abri des actes barbares de ces ingénieurs du mal. C'est la toute première fois, renchérit aujourd'hui, que les autorités françaises admettent au plus haut niveau de l'État leur engagement dans le vaste Capharnaüm qu'est devenu la Libye de Kadhafi.
Et le quotidien burkinabé de saluer également l'engagement français sur place, une présence qui se justifie, affirme-t-il, par la croisade contre l'État islamique. Les ouailles du calife al-Baghdadi sont à Sirte, où les armées libyennes ou ce qui en tient lieu tentent de les déloger avec peine. La présence de militaires et d'agents de la DGSE participe d'une œuvre de salubrité sécuritaire dans cette Libye, d'où a essaimé les supplétifs de l'armée kadhafienne, pour ne pas dire les djihadistes, vers la bande sahélo-saharienne. Le site d'information guinéen, lejali.com, affiche pour sa part une certaine suspicion. La présence militaire française en Libye est-elle notamment uniquement justifiée par la nécessité de la lutte contre le terrorisme, s'interroge le site guinéen, ou bien s'agirait-il d'un deal entre le général Khalifa Haftar et les autorités françaises? Cette seconde éventualité est particulièrement envisageable, estime lejali.com, dans la mesure où, en contrepartie du soutien politique et militaire que lui procure Paris, le chef de l'armée nationale libyenne, régnant sur son territoire et les richesses de celui-ci, peut bien laisser couler le pétrole. Cette piste étant par ailleurs renforcée, pointe encore le site guinéen, par le fait que des troupes américaines et anglaises, opérant également avec une certaine discrétion, ont de leur côté choisi les milices de l'ouest libyen, Misrata comme alliés. Il y a en effet de quoi s'interroger, pointe Lejali, sur le fait que des puissances occidentales, en principe poursuivant les mêmes buts, c'est-à-dire la lutte contre l'État islamique, en viendraient à soutenir des camps opposés dans un même pays. C'est qu'en réalité, elles poursuivent des intérêts divergents, affirme encore lejali.com, et dans le cas présent, il ne peut s'agir que du pétrole. Merci Frédéric Couteau. Votre revue de presse, Frédéric Couteau, a retrouvé, bien entendu, sur notre site internet, le www.rfi.fr. Dans 3 minutes, un nouveau journal sur RFI. Le goût du monde. Clémence Denavy. Une brochette de poulet ou une soupe de nouilles avant de rentrer. La cuisine est dans la rue cette semaine et notre guide, c'est le chef cuisinier globetrotter Jean-François Mallet. La cuisine de rue, c'est tout le contraire d'un restaurant. C'est un endroit où on ne peut pas s'asseoir, où il n'y a pas de service, où on ne peut pas y boire, où on n'a pas le choix de ce qu'on va manger. Et pourtant, c'est délicieux. Le goût du monde. Clémence Denavy, samedi à partir de 12h10 TU. RFI. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Le monde. Pascal Paradou. Écoutez le théâtre du monde. 6 auteurs contemporains du Liban, de Madagascar, du Togo, du Cameroun, mais aussi du Burkina Faso et de Turquie. RFI s'engage pour vous faire découvrir des histoires, des univers, des textes, tous lus au Festival d'Avignon, à revivre sur nos antennes, entre vos oreilles. Ça va le monde. Dimanche, à partir de 10h10 TU. RFI. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Le journal des sports. Bonjour Thomas de Saint-Léger. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Et on débute cette édition par du football. Rideau sur le championnat de Guinée équatoriale. L'édition 2016 est arrivée à son terme en ce milieu de semaine. Et c'est Sony de la Guema, un club de Malabo, qui est titré au bout d'une saison en demi-teinte. Faible affluence dans les stades, qualité de jeu médiocre. Le championnat national n'aura pas vraiment séduit, nous dit Fabien Essiane. À peine 200 spectateurs par match dans les gradins, un football moyen et décousu, des difficultés de déplacement des équipes à travers le pays, voilà quelques détails qui ont caractérisé le championnat de football équato-guinéen tout au long de cette année sportive qui s'achève. Pas terrible donc pour une nation demi-finaliste de la CAN 2015. Et pourtant, le calendrier des rencontres a été respecté aussi bien dans la partie continentale que dans la partie insulaire. À l'issue de celui-ci, Sony de la Guema se qualifie tant bien que mal pour la Ligue des Champions. Une qualification acquise au forceps au vu de la saison en demi-teinte produite par cette équipe de Malabo. Racine Demi-Comessin, lui, représentera la Guinée équatoriale à la Coupe de la Confédération. Le Deportivo Unidad et Sankuma sont relégués en division inférieure. San Pablo et Panthers accèdent quant à eux en première division. Dans la foulée, la Fédération équato-guinéenne de football a annoncé pour l'année prochaine une réorganisation du championnat et une amélioration des conditions de déroulement des rencontres. Des annonces saluées par les 12 équipes qui disputeront le prochain championnat. Fabien Essiane Malabo, RFI. Le football, c'est aussi le mercato, le marché des transferts en Europe. Plusieurs joueurs africains sont concernés. C'est le cas de Riyad Mahrez, le meilleur joueur du dernier championnat d'Angleterre.
Real Madrid, Barcelone, Manchester City, les rumeurs envoient l'Algérien un peu partout depuis le début de l'été, sauf que l'attaquant de Leicester aurait choisi de ne pas bouger. C'est en tout cas ce qu'affirme l'entraîneur du club champion d'Angleterre, Claudio Ranieri. En revanche, chasse précise pour Clinton G à Marseille. Le Camerounais devrait être prêté une saison par Tottenham. Et puis Cheikh Beng reste en France mais change de club. Le défenseur sénégalais quitte Rennes pour Saint-Etienne. On termine par du cyclisme et le Tour de France. Le Sud-Africain Luis Mentiès intègre le top 10 du classement général. Très bon, 15e de la 17e étape remportée hier au lac d'Emosson en Suisse par le Russe Ilnur Zakarin. Mentiès s'est offert le luxe de couper la ligne devant Nairo Quintana en difficulté hier. Comme plusieurs autres favoris, le voilà 10e du général à 4 étapes de la fin du Tour, c'est bien, mais c'est loin, très loin du maillot jaune Chris Froome, leader toujours incontestable. Merci beaucoup pour ce journal des sports, Thomas de Saint-Léger. Dans 15 secondes, un nouveau journal sur RFI. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.